Alors voici la deuxième partie de l'exercice Fibonacci. Donc, c'est la suite du précédent. Dans la première partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a codé des versions récursives naïves, itératives, O de n, donc tel que son ratio t sur n est environ constant, et binet, avec une formule basée sur une formule mathématique, donc en un temps O de 1, indépendant de n, mais avec des erreurs d'imprécision quand n devient trop grand. Là, on va s'intéresser à ce que c'est qu'un algorithme exponentiel. Ensuite de ça, on va faire une projection. On va s'amuser à faire un exercice de projection temporelle pour savoir combien de temps ça pourrait prendre pour calculer, par exemple, Fibonacci de 100 avec l'algorithme naïf récursif. Ensuite de ça, on va utiliser une autre formule qui permet de calculer les nombres de Fibonacci qu'on appelle la formule divisive. Et on va étudier cette formule-là et finalement, on va s'intéresser en guise de bonus, si jamais vous voulez le faire, on va s'intéresser à l'algorithme récursif terminal. Et à la fin de tout ça, c'est la remise. Donc, qu'est-ce qu'un algorithme exponentiel? Donc, le calcul de la fonction de Fibonacci avec l'algorithme récursif naïf, c'est l'archétype même de ce qu'on peut appeler un algorithme exponentiel dit O de A exposant n dans le jargon, ou E exposant n, ou E exposant quelque chose. Okay? Donc, c'est-à-dire quelque chose exposant n. Donc, ces algorithmes sont tels que leur durée d'exécution est théoriquement multipliée par un facteur constant à chaque fois que la taille du problème augmente de 1. Donc, c'est le contraire des algorithmes, si on veut, c'est inversé par rapport aux algorithmes logarithmiques. Donc, l'algorithme logarithmique, quand la taille du problème est multipliée par un certain facteur, la durée augmente d'un facteur constant. Les algorithmes exponentiels, quand la taille du problème augmente d'un facteur constant, la durée est multipliée par un facteur constant. Donc, enfin, je ne sais pas si vous me suivez, mais bon. Donc, ces algorithmes sont utiles pour des petites valeurs de n, mais deviennent généralement inutilisables pour des grandes valeurs de n. Donc, cas typique de progression exponentielle, une épidémie. Donc, les progressions exponentielles, en fait, sont pas facilement compréhensibles pour les humains, comme en témoignent généralement les approches par rapport aux épidémies comme la COVID-19. Donc, il y a un phénomène de sécurité apparente alors que tout semble bien aller jusqu'à ce qu'on frappe un mur. Donc, parce que la progression est tellement dramatique qu'à un moment donné, donc c'est le problème des progressions exponentielles, c'est que tout semble bien aller jusqu'à temps que ça explose. Donc, dans Fibonacci, alors, c'est la même chose pour la fonction de Fibonacci calculée récursivement de manière naïve. Donc, tout semble bien aller jusqu'à environ n égale 30. Puis, après ça, ça commence à aller mal ici. Donc, ici, on est encore en termes de un quart de seconde. Donc, un quart de seconde, on s'en aperçoit à peu près pas. Donc, nous, les humains, on estime que en bas d'un dixième de seconde, c'est quelque chose qu'on calcule comme étant instantané pour nous, dans notre univers d'humain à nous. Okay, pour une mouche, un dixième de seconde, c'est pas instantané. C'est ce qui fait que c'est excessivement difficile à attraper. Mais pour nous, les humains, un dixième de seconde, c'est considéré comme quasi instantané. Donc ici, on voit que jusqu'à 30, c'est quasi instantané. Mais après ça, boum, ça commence à augmenter de manière dramatique et on frappe un mur et ça prend de plus en plus de temps. Donc, comment peut-on prétendre que le temps d'exécution de notre fonction de Fibonacci est exponentiel? Ben, on peut en avoir une première intuition en regardant la durée. On voit que la durée croît au même rythme que la fonction de Fibonacci elle-même. Donc, si vous prenez ici la croissance, la fonction de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Puis vous prenez ici le temps pour Fib 34, vous allez voir 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21. Donc, vous voyez que le temps progresse à la même vitesse que la fonction, la valeur de la fonction elle-même. Est-ce que tous les algorithmes exponentiels sont comme ça? Non. Mais le cas de Fibonacci ici nous montre que dans ce cas-là, oui. Donc ça nous montre ici que le temps croît à la même vitesse que la fonction de Fibonacci. Donc, si on montre que la fonction de Fibonacci est exponentielle, à ce moment-là, on va avoir démontré que le temps de calcul est lui aussi exponentiel. Parce que le temps croît à la même vitesse que la fonction de Fibonacci. Donc, si Fibonacci est exponentiel, le temps est exponentiel. Donc, comment on peut montrer que Fibonacci est exponentiel? Ben, vous avez ici l'équation de Binet qui va nous permettre de démontrer que le temps est exponentiel. Donc, si vous prenez 1 plus racine de 5 sur 2, ou 1 moins racine de 5 sur 2, donc ça, ce terme-là ici, ça s'appelle le nombre d'or. OK, ça s'appelle, on peut le noter phi. Ce symbole-là, c'est une lettre grecque qu'on appelle phi. Donc, ce symbole-là, mathématiquement, désigne le nombre d'or. Donc, on voit que cette espèce d'équation-là ici, 1 sur racine de 5 fois phi exposant n moins le conjugué de phi exposant n, si on prend ça, on voit que le terme principal de notre suite, on avait dit dans les algorithmes, que le terme principal de notre site, c'est phi exposant n. Donc, le tout, notre algorithme, est O de phi exposant n, puis phi exposant n, ben, c'est quelque chose d'exponentiel. Donc, on voit que notre fonction phi est exponentielle. Donc, notre temps d'exécution, à cause de ce qu'on a vu ici, notre temps d'exécution est lui aussi exponentiel. Cependant, on peut aussi utiliser une autre manière de découvrir que notre algorithme est exponentiel. Donc, en ce qui nous concerne, donc, puisque le temps d'exécution semble croître à la même vitesse que la fonction de Fibonacci elle-même, cela veut dire que le ratio du temps d'exécution divisé par la valeur de Fibonacci devrait être environ constant pour une telle fonction. Donc, ça veut dire que le ratio de t, le temps que ça prend pour calculer n, divisé par la valeur calculée, Fibonacci de n, devrait être environ constant. C'est pas vrai pour toutes les fonctions exponentielles, mais dans notre cas, ça va nous montrer qu'on a effectivement une fonction exponentielle. Donc, si ici, on exécute notre Fibonacci récursif naïf pour 35, on voit que notre ratio t sur v, ici, donc le temps que ça prend divisé par la valeur calculée, est environ constant. 165, 165, etc., 192. On voit qu'ici, ça commence à peut-être augmenter un petit peu, mais c'est environ constant, ce qui nous montre qu'on a une croissance exponentielle dans ce cas-là. Donc, ici, vous allez déterminer quel est votre ratio T sur V dans votre cas. Donc, projection temporelle. Donc, puisque le temps de calcul de la fonction de Fibonacci récursif naïf est proportionnel à la valeur de Fibonacci ainsi calculée, ça veut dire qu'on peut prévoir la durée de calcul pour un n quelconque à partir d'une durée connue qui est fiable. Par exemple, si on suppose connue de manière fiable la durée pour calculer n égale 35, ici on voit que pour calculer n égale 35, la durée connue fiable c'est 1,9 secondes. Alors, on peut prévoir la durée pour n égale 40 à partir de la valeur de Fibonacci pour n égale 40. Donc, si pour calculer fib de 35 qui est égal à 9 227 000, etc., ça prend 1,9 secondes. Alors, pour calculer Fibonacci de 40 qui est égal à 102 millions, ça va nous prendre x secondes. Donc, on voit qu'on peut appliquer une règle de 3 pour calculer le temps que ça prend pour calculer une valeur de Fibonacci quelconque à partir d'une valeur connue. Donc, dans notre cas, si on applique la règle de 3, ça va nous donner que x est égal à 1,9 multiplié par cette valeur-là ici, divisé par celle-là. OK, c'est la règle de 3. Ça va nous donner 21,1 secondes. Ça, c'est notre projection. OK, à partir de fib 35, on fait une estimation que ça devrait nous prendre environ 21,1 secondes pour calculer fib de 40. On voit que ici, l'algorithme, en réalité, le calcul, le benchmark a calculé, lui, 20,3 secondes. On est quand même pas pire. Moi, je vous dirais qu'à partir du moment que vous êtes plus ou moins
10-20% dans des cas de benchmark, c'est quand même excellent. OK. Donc, ceci nous permet de prévoir, par exemple, combien de temps, à partir de notre 1.9 secondes pour fibre 35, notre 21 secondes pour fibre 40, on peut estimer combien de temps peut-être que ça va nous prendre pour calculer fibre 50. Supposons qu'on laisse rouler notre programme, OK, Fibonacci, récursif naïf, on laisse rouler, on veut savoir combien de temps ça va prendre pour calculer fibre de 50, combien de temps ça va prendre pour calculer fibre de 75, puis combien de temps ça va prendre pour calculer fibre de 100. Alors, je vous demande ici, de même, purement en vous servant de votre intuition, OK, de donner des valeurs que vous pensez que ça peut prendre pour calculer fibre de 50, fibre de 75, fibre de 100. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, 50 minutes, 3 heures, 40 jours. C'est à vous de décider. OK, combien de temps vous pensez que ça peut prendre pour calculer fibre de 50, fibre de 75 et fibre de 100. Pour voir si vous avez une bonne intuition de ce que c'est qu'une croissance exponentielle. Okay. On suppose que notre ordinateur n'arrête jamais de rouler, puis qu'il y a une disons, qui brise jamais, etc., pour évidemment faire ces projections-là. Okay. Parce que c'est sûr que si on dit que ça prend 40 ans, mais ça se peut qu'à un moment donné, il y a une panne de courant, puis ça se peut que la mémoire flanche, ça se peut que bien des choses flanchent. Okay. Donc, c'est sûr qu'un ordinateur ne pourra pas rouler non-stop pendant 40 ans. Mais on suppose que l'ordinateur est capable de toujours fonctionner sans s'arrêter. Donc, on va maintenant se définir une fonction durée récursif naïf qui, à partir d'un entier n et d'une durée présumée pour fibre 35, donc ici, par exemple, on a notre durée pour fibre 35 qui est égale à 1.9 secondes. Donc, à partir d'une durée pour fibre 35, on veut faire une projection de combien de temps ça peut prendre pour calculer fibre de 40, par exemple, ou fibre de 50, ou fibre de 75, etc. Donc, la durée récursive naïf va nous faire une règle de 3, en fait, qui va nous retourner un double, qui est le nombre de secondes estimé que ça va prendre pour calculer fibre de n. OK? Donc, par exemple, si n égale 40, puis que durée fibre 35 égale 1.9, la sortie attendue de cette fonction-là, c'est 20.1 parce qu'on veut que ça va prendre 20.1 secondes. Donc, vous avez appliqué la règle de 3 dans cette fonction-là. Okay. Donc, vous allez tester pour vérifier que votre fonction fonctionne correctement. Vous allez versionner. Ensuite de ça, vous allez l'exécuter. Okay. Donc, vous allez faire ici projection. Vous allez rentrer ici, il faut rentrer la durée de fibre 35. Okay. Parce que il ne calculera pas automatiquement la durée de fibre 35, vous la rentrez selon vos benchmarks. Donc, moi, je rentre 1.9 parce que c'est ma durée sur mon ordinateur. Après ça, vous autres, vous le rentrerez sur votre ordinateur aussi. Mais vous pouvez commencer par rentrer 1.9 si vous voulez, ou vous servez de la valeur que vous avez sur votre ordinateur. Donc, les projections temporelles apparaissent ici. Donc, ça, c'est des projections. C'est pas le temps que le benchmark calcule, c'est les projections à partir d'une valeur fiable, par exemple, pour fibre 35. Donc maintenant, vous allez entrer les temps calculés prévus pour fibre de 50, fibre de 75 et fibre de 100, tels que ici vous obtenez pour 1.9. Okay, vous allez rentrer ces valeurs-là et vous allez les rentrer ici et vous allez vous poser la question si votre intuition, vous trouvez que vous aviez une bonne intuition de ce que c'est qu'une croissance exponentielle. Donc notez que dans vos résultats, si jamais vous avez quelque chose qui apparaît comme KA, KA ça veut dire kilo-année. Donc, ça veut dire milliers d'années. Puis si vous avez MA, ça veut dire méga-année ou millions d'années, si vous préférez. OK. Donc, ça se peut qu'effectivement, vous obteniez que ça prenne des 1 ou quelques millions d'années pour calculer Fibonacci de 100. OK. Donc, probablement que votre intuition n'avait pas anticipé que ça prendrait plus de 1 million d'années pour calculer Fibonacci de 100. Donc, vous allez maintenant saisir vous allez faire la saisie pour votre machine. Donc, vous allez faire cette fois en utilisant votre temps pour fibre 35,
ça ne devrait pas changer tant de choses que ça en ce qui concerne la conclusion pour FIB75 et FIB200. Donc, ça risque quand même de vous prendre beaucoup d'années. Donc, même si vous aviez un ordinateur 1000 fois plus puissant, ça vous prendrait quand même énormément de temps pour faire ce calcul-là. OK? Donc, ça ne change pas grand-chose. Donc, vous allez faire la saisie pour 30 à 40 sur votre machine et pour 90 à 100 sur votre machine. Donc, à titre indicatif, OK, juste pour que vous preniez conscience de l'énormité des chiffres qui sont en considération ici, on estime que l'âge de l'univers est environ 13 à 14 milliards d'années. Donc, quant à notre système solaire, lui, il serait âgé d'environ 5 milliards d'années et hélas, notre Soleil va cesser de briller dans environ un autre 5 milliards d'années lorsqu'il aura épuisé entièrement son combustible. Alors, une question se pose. De quoi va avoir l'air l'univers dans 388 milliards d'années lorsque mon ordinateur va avoir finalement calculé FIB de 125? Alors, je ne sais pas de quoi va avoir l'air l'univers dans 388 milliards d'années quand mon ordinateur va avoir fini de calculer la valeur Fibonacci de 125 avec l'algorithme récursif naïf. Alors, la formule divisive, c'est une formule mathématique qui permet de calculer récursivement les termes de la série de Fibonacci, mais de manière beaucoup plus efficace que la définition naïve, parce que le nombre total de sous-termes à évaluer est réduit drastiquement. Alors, la formule divisive, vous la voyez ici, donc Fib de n est égal à 0 ou 1, si n égale 0 ou 1, donc si 0 c'est 0, si 1 c'est 1, là j'ai simplifié un peu le truc, et c'est égal à Fibonacci Fib 2, là, ça veut dire que c'est Fibonacci de n divisé par 2 plus 1 au carré. OK, donc le Fibonacci est au carré. Donc, j'aurais pu mettre des parenthèses ici, Fib, tout ça au carré. Donc, c'est Fibonacci de n divisé par 2 plus 1. Ce nombre de Fibonacci-là, on le met au carré. Moins Fibonacci de n divisé par 2 moins 1 qu'on met aussi au carré. Donc, si n est impair. Si n est pair, c'est Fib carré de n-1 sur 2 plus 1, plus Fib carré de n-1 sur 2. OK? Donc ici, comme je le dis, notez que Fibonacci 2 de x, c'est Fibonacci de x au carré. Donc, vous allez coder la fonction, le calcul de la fonction de Fibonacci avec le calcul récursif divisif. Vous allez lever un argument out of range si n est plus petit que 0. Donc, cette formule doit s'appeler récursivement, ici, là, attention, cette formule doit s'appeler récursivement exactement 4 fois, ni plus ni moins, comme dans la formule. Okay. C'est important pour que la formule s'exécute quand même de manière assez efficace. Sinon, ça se pourrait que votre truc ne soit pas efficace. Okay. Donc, ici, on voit que la formule s'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois récursivement. Okay. Si vous faites Fib de ça multiplié par Fib de ça 2 fois, ben là, vous appelez récursivement 2 fois votre formule pour la multiplier, ce qui est complètement inefficace. Okay. Donc, je vous dis ça comme ça. Donc, quand vous aurez calculé, vous finissez, vous mettez votre code, ou alors vous testez, puis vous mettez votre code après, ce que vous avez peut-être compris qu'il fallait peut-être faire préférablement. Vous allez valider que votre fonction récursive divisive donne les bons résultats pour Fibonacci 11 à 20. Ensuite de ça, vous testez ici et vous versionnez. Finalement, on va étudier la fonction divisive. Donc, d'après vous, est-ce que la fonction divisive s'exécute en temps exponentiel, linéaire, logarithmique ou constant? Donc, sur la prochaine diapo, faites une saisie d'écran qui démontre votre point et expliquez dans l'encadré votre raisonnement. Ensuite, indiquez votre conclusion. Donc ici, je veux une saisie, évidemment avec des ratios, des choses comme ça. Donc une saisie qui permet de prouver votre point que le récursif
divisif s'exécute dans le temps que vous pensez. Donc ici, vous mettez votre explication et ici, vous indiquez si vous avez un truc qui est, bon là ici, c'est constant, log, linéaire ou exponentiel. Mais là, ici, là, en fait, on ne le voit pas, là, c'est caché en dessous du 30, j'aurais dû le faire sortir. Mais bon, vous indiquez ici votre conclusion. Ensuite de ça, vous allez exécuter le benchmark divisif pour 30. Vous allez voir que votre algorithme divisif ici s'exécute moins rapidement que l'algorithme itératif. Donc, il est un peu plus lent que l'algorithme itératif pour ce qui est de 30. Par contre, quand vous arrivez au niveau de 50 000, vous allez voir que l'algorithme récursif divisif, normalement, devrait s'exécuter plus rapidement que votre algorithme itératif. Donc, ici, 9,65. Donc, s'exécute à peu près 10 fois plus rapidement que l'algorithme itératif. Donc, en fait, le problème tient au fait que la linéarité, parce qu'on a dit que l'algorithme itératif était linéaire, mais c'est pas parfaitement vrai, ok? Parce que la linéarité de l'algorithme itératif finit par se dégrader lorsque n devient grand. Donc ici, par exemple, on voit ça, c'est itératif. Quand n devient grand, donc 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc., grandit, on voit ici que le t sur n, qui normalement est environ constant, comme on le voit ici, là. Dans les premiers, ça compte pas parce que les valeurs sont trop petites, donc c'est le coût constant qui compte, qui prend le pas. Mais ici, dès qu'on arrive là aux environs de fibre de 8, on a quelque chose qui est dans les alentours de 100. Bon, ici, on est un peu plus bas, mais 100, 100, 100, 100. Puis là, d'un coup, pouf, là, ça commence à augmenter. Toc, 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 parce qu'on perd, la linéarité est perdue. Pourquoi on perd la linéarité? Parce qu'on utilise un big integer. Puis un big integer, les multiplications de big integer puis les additions de big integer, ça se fait pas en temps constant. Donc, on perd à cause de ça la linéarité. Okay. Donc, est-ce qu'on observe le même type de dégradation en ce qui concerne l'algorithme divisif? Faites une saisie, ici, qui prouve votre point, puis répondez à la question oui ou non. Finalement, l'algorithme récursif terminal. Donc, l'algorithme récursif terminal pour calculer Fibonacci n'est pas spécialement remarquable. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment, on a analysé des algorithmes typiques. On a analysé l'algorithme récursif naïf, on a analysé l'algorithme itératif, on a analysé Binet, puis on a analysé l'algorithme récursif divisif. Donc, ces algorithmes-là ont des particularités spéciales en termes de vitesse d'exécution, etc. Puis il y en a qui sont plus rapides ou moins rapides, ou en tout cas, ont vraiment des particularités. L'algorithme récursif terminal n'a pas vraiment de particularité, il n'y a pas d'avantage sur les autres, même qui est désavantageant, mais ça peut être quand même intéressant de le coder et de vérifier certaines choses, juste pour le plaisir de le faire. Donc, c'est pourquoi son étude est facultative. Donc, vous allez commencer par, toujours si vous voulez faire le bonus, par coder ici l'algorithme récursif terminal, donc votre code incluant les fonctions secondaires s'il y a lieu, pour calculer l'algorithme récursif terminal qui lève un argument out of range si jamais n est plus petit que 0. Ensuite de ça, vous allez valider le bon fonctionnement de votre algorithme ici pour 11 à 20. Vous allez tester pour montrer que ça fonctionne. Vous allez versionner. Après ça, d'après vous, est-ce que la fonction récursive terminale s'exécute en temps exponentiel, linéaire, logarithmique ou constant? Donc, sur la prochaine diapo, faites une saisie d'écran qui démontre votre point et expliquez dans l'encadré votre raisonnement. Ensuite, indiquez votre conclusion. Donc, faites une saisie ici, expliquez ici, et finalement, dites c'est quoi votre conclusion en termes de vitesse d'exécution. Finalement, la remise. Donc, ça, c'est la validation pour vérifier que vous avez bien répondu au diapo. Ici, même chose, avec le bonus ici. Donc, en conclusion générale, lequel ou lesquels parmi les algorithmes suivants, récursif naïf, divisif, itératif et binet, lequel ou lesquels s'exécutent en temps constant? Réponse.
lequel ou lesquels s'exécutent en temps linéaire, en temps exponentiel, quel est le plus rapide pour calculer Fibonacci de 1 à 50, le plus rapide pour calculer Fibonacci de 1 à 100, évidemment, on veut calculer de manière précise, le plus rapide pour calculer Fibonacci de 1 à 50 000, et c'est lequel qui est le moins rapide. Faites un historique Git ici de ce que vous avez fait comme procédé de développement. Et ensuite de ça, vous remettez sur les A votre travail, incluant votre code, et les deux PowerPoint, donc la partie 1 et la partie 2. Vous ajoutez en commentaire 2 notes sur 10 et 2 temps, séparément, s'il vous plaît. Okay. Donc 2 fois la note pour la partie 1, la note pour la partie 2, et le temps pour la partie 1, le temps pour la partie 2. Ici, vous faites votre auto-évaluation, donc les points attribués à chacune des parties, et vous indiquez aussi le temps que ça vous a pris pour la partie 2 sans le bonus, s'il vous plaît. Alors voilà.